Myri, selon toi, ça représente quoi une offre pour un professionnel du développement personnel et du bien-être? Ça représente les solutions qu'on est en mesure d'apporter à la problématique de notre avatar, notre client. Okay. Alors, tu viens d'employer le mot avatar. Et donc, du coup, on va jeter un coup d'œil, je vais faire un petit review sur ce qu'on avait dit la semaine passée. Comme ça, donc tu as dit solution. Cool. Donc, ouais. Ce sur quoi j'ai mis l'accent dans l'épisode précédent, c'est que même si nos outils nous permettent de prendre en charge une grande quantité de patients, une grande quantité de clients, il y a une limite, c'est que rien que parce que l'on représente, il y a des gens qui n'iront pas vers nous. Il y a des gens qui avanceront moins vite avec nous. Et toute l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que je peux me mettre à disposition d'un groupe de personnes avec qui je me sens très très bien en tant que professionnel, avec qui c'est fluide pour comprendre d'une part ce qui leur arrive et impulser des changements avec eux. Je reviens sur une notion qui est donnée par Romain Bouvet parce qu'elle est cruciale, elle est essentielle. C'est le système 1 et le système 2. En gros, il y a un Romain Bouvet qui est un chercheur en neurosciences appliquées à la sociologie, qui fait à présent ce qu'on appelle du neuromarketing, c'est qu'il a compris que le cerveau a certains comportements face à certaines stimulations, et que plus on parle le langage du cerveau, et plus on garde le cerveau en ouverture. Et il y a un modèle qui consiste à 2 états dans le cerveau. Un état où on est tous les deux très fluides, et si je te dis 2 plus 2, on a tous les deux la réponse, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça, c'est le système 1. Genre, on se reconnaît comme pareil, on parle le même langage, c'est fluide, pas de problème. Par contre, il y a un deuxième système, le système 2, qui là revient à du 17 x 24. Attends, tu viens de me dire un truc, j'arrive pas à te comprendre, peut-être qu'il faut que je me méfie de toi. L'objectif, c'est de réussir à identifier avec quel groupe de personnes on est le plus possible en système 1. On a le même langage, on a les mêmes attitudes, et plus on arrive à identifier ce groupe de personnes-là, et plus on va avoir du répondant, plus on va leur faire gagner du temps, et leur proposer des trucs qui sont cool. Donc au regard de ce que tu me dis juste avant, pour toi, une offre, c'est un ensemble de solutions qui viendraient apporter des réponses à des problématiques que vivent des gens, qui sont dans notre public, qui sont dans notre système. Ok. Ok pour les solutions. Qu'est-ce que tu mettrais comme solution dans l'offre, du coup? Du coup, ça nécessite de parler de l'avatar avant, j'imagine. Vas-y. Donc, mon avatar, ce sont des personnes qui souffrent de fatigue chronique, enfin persistante ou chronique, sachant que le terme chronique peut avoir une certaine connotation d'un point de vue médical, donc je le mets entre guillemets. Ouais. Ok. Et donc, les solutions... alors, moi, si tu veux, dans ma démarche, je suis repartie des problématiques qui ont été identifiées pour voir ce que je pouvais y mettre en face. Disons que ce qui est ressorti, c'est souvent un problème d'isolement social, c'est un problème de manque d'énergie. Enfin voilà, il y a plusieurs critères qui vont remonter, qui vont être des conséquences de cette fatigue. Ok. Alors, ce que j'ai envie de te proposer par rapport à ça, c'est avant de rentrer dans ta situation très précise, ce que j'aimerais te proposer, c'est qu'on aille plutôt dans le concept de l'offre. Qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, tu me dis que c'est un ensemble de solutions qui va répondre aux problématiques de ton client, de ton patient. Ce que j'ai envie de te proposer, c'est de regarder plutôt en amont. Une offre, pour moi, aujourd'hui, c'est quoi? Moi, Myri, en tant que professionnel, en quoi ça consiste? Pourquoi est-ce que je vais utiliser ça? Donc une offre pour moi, ce sera un accompagnement, c'est-à-dire que j'enlève le one shot, qui pour moi est pas efficace en fait. Ok, on va y revenir. Ok.
Et c'est composé d'un ensemble de choses, donc des séances en one-on-one, éventuellement des ateliers, éventuellement des modules accessibles avec des outils que les gens puissent utiliser en fonction de leurs besoins et des instructions que je leur donne pour pouvoir les utiliser efficacement. Je le synthétise sous le truc de formation et exercice. Ok. Pour quelle raison est-ce que pour toi la séance individuelle c'est obsolète? C'est pas que c'est obsolète parce que je continue à en faire et je tiens à en faire. Maintenant, c'est pour gagner du temps pour moi et gagner du temps pour la personne aussi. C'est-à-dire qu'en séance, il y a des échanges qui se font, qui peuvent très bien se faire à distance et qui peuvent permettre ensuite d'être plus efficaces en one-on-one. Parce que moi, après, ça me permet de cibler mon action quand les gens viennent me voir. Donc c'est pour ça que j'ai envie de décomposer, de rendre mon système un peu plus efficace en faisant du distanciel à certains moments et après en faisant venir les gens vraiment pour les choses qui doivent passer par le corps ou pour lesquelles j'ai besoin du corps pour faire mes tests, par exemple. Ok. Je note quand même une grande différence. C'est que la plupart des professionnels, ils font de l'accompagnement à la séance. Je vois que toi, tu proposes quelque chose qui est un peu plus global. Pour quelle raison ? Parce que sur la problématique que j'ai choisie, la fatigue chronique, c'est souvent des problèmes de fond et c'est pas des choses qu'on règle en one shot. Et moi, ça m'intéresse de travailler plus sur l'accompagnement parce que j'ai envie vraiment de travailler sur des transformations en fait, aider les gens à aller chercher quelles sont les causes à la racine de leur dysfonctionnement ou de leur mal-être actuel pour les aider à lever tout ce qui est croyances limitantes, conditionnements qui vont être en lien avec des comportements actuels et des schémas de fonctionnement. Donc on a besoin de comprendre tout ça, d'aller corriger en séance et après d'aller corriger en reprogrammant le cerveau aussi. Donc il y a vraiment différents aspects. Ça me semble essentiel ce que tu es en train de dire. Dans le sens où, en tant qu'infirmier, ce qui me faisait chier, c'est quand je devais aller voir un patient, lui donner juste son médicament et me barrer, sans me poser la question de mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, enfin tu demandes tel type de médicament, mais la douleur ressemble à quoi en ce moment, et puis commencer à échanger avec lui, peut-être même que s'il ressent de la douleur, c'est peut-être plus parce qu'il ressent de l'inconfort moral et des choses comme ça, mais en fait en tant qu'infirmier, c'était tellement chronométré que j'avais pas le temps de faire ça. Et j'avais la sensation de ne pas aller au bout de ce que j'avais à faire, mais en même temps, j'avais pas le temps. Et j'ai l'impression que quand on fait de l'accompagnement en une séance, c'est comme si on allait prendre en charge le truc qui dépasse, mais qu'en fait, on ne prend pas le temps d'aller chercher ce qui fait qu'il y a un truc qui dépasse. Genre, par exemple, sur le tapis, il y a une bosse, on se prend les pieds dedans. Avec un accompagnement individuel, sur une séance, on va peut-être aplanir, mais c'est pas pour autant que ce qu'il y avait sous le tapis n'est plus sous le tapis, quoi. Et de la même façon qu'en tant qu'infirmier, j'avais l'impression de ne pas aller au bout en donnant juste un médicament. J'ai la sensation qu'avec une séance, on ne va pas au bout des choses non plus. C'est ce que tu sembles corréler aussi. Et c'est cool. Après, tout dépend de l'approche qu'on a. Hein. Tu peux faire du one-shot sur des trucs, comme tu dis, superficiels. Hein. Mais après, moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et après, il faut que les gens comprennent aussi que la baguette magique n'existe pas. Et donc, dans notre discours, c'est à nous aussi d'être clairs. Ce que je ne savais pas faire jusqu'ici. C'est-à-dire que j'avais du mal à dire aux gens qu'ils auraient besoin de plusieurs séances pour arriver à quelque chose. Et du coup, on se met une pression pas possible pour régler un maximum de choses en une séance. Or, le corps ne prend pas non plus. Enfin, on se met des contraintes et en plus, on met le consultant dans une situation qui n'est pas forcément bonne pour lui non plus. Et il ne comprend pas. Donc, c'est là que le message est important. Et bon, ça, c'est une autre thématique. Mais, pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a quelque temps, justement, dans ce période de creux que j'ai connu il y a pas si longtemps, je me rendais compte que tout allait bien et que pourtant, c'est comme si je sortais une grande barre en fer de derrière mon dos alors que j'étais sur le vélo et que j'allais mettre la barre de fer dans la roue et que je m'envolais à cause de ça. Et je me suis dit, mais vas-y, c'est quoi le truc, tu vois ? Et ce qui est certain, c'est que ce comportement-là, cette attitude-là, il est en lien avec quelque chose que j'ai vécu plus jeune et qui fait que j'ai appris quelque chose, qui fait que j'ai un comportement particulier dans certaines situations. Et l'objectif, c'est d'aller chercher c'est quoi la situation que j'ai vécue qui m'a implémenté ou implanté cette croyance-là, qui génère ces problèmes-là. Et du coup, je suis allé voir ça dans un protocole où il y a une espèce de régression et où j'ai revécu des choses et où il y a des figures d'attachement qui ont été symbolisées pour renouer avec une forme de sécurité, etc.
Ce qui est certain, c'est que on a fait ça sur une séance. C'était pas ouf dans le sens où il y avait besoin de plus d'informations à mon sujet par rapport à mes figures d'attachement et pour quelles raisons est-ce que c'était si douloureux que ça pour moi de recréer du lien de sécurité avec eux. Parce que dans les régressions, il y a eu une régression vers les parents, puis une régression vers les grands-parents, mais en fait, il manquait des informations qui a fait qu'on aurait dû remonter plus loin. Mais vu qu'il manquait ces informations-là, on n'a pas été au bout de ce truc-là. De plus, derrière, il y a comme une sécurité qui a été retrouvée. Dans les jours qui ont suivi, j'étais en mode putain, ce qu'on a fait, ça a servi à rien en fait. J'étais en mode, je sentais bien qu'il y avait un truc qui accrochait à l'intérieur de moi, et puis en fait, le gars me dit non, mais en fait, rends-toi compte que dans cette situation, au lieu d'avoir ce type de comportement dont tu te plaignais, tu as eu ce comportement-là. Ah putain, oui, c'est vrai. Ah ouais. Et puis après, il me fait l'écho sur autre chose, et en fait, je me rends compte que bah, si, il y a de la consolidation qui est apparue. Mais le truc de la séance individuelle, c'est que tu vas faire quelque chose. T'as ton ego qui te protège, et du coup, pour observer quels sont les changements qui ont opéré, ça va être très restreint. Versus, t'as quelqu'un qui t'accompagne à observer quel type de changement t'as fait, qui t'accompagne à préparer un terrain, qui t'accompagne à suivre l'évolution du terrain et de continuer à avancer. C'est en ce sens-là que je trouve qu'on arrive dans une société aujourd'hui où on peut plus se permettre de dire à un client, quel que soit ton problème, je vais le répondre. Mais qu'on commence à connecter avec le truc de non, en fait, il y a un type de problématique qu'on va prendre en charge d'une certaine façon et on va mettre en place un chemin logique qui va te permettre d'avancer sur cette problématique-là. Exactement. Notamment parce que tu as ton ego qui te fait interagir avec le monde, qui filtre les informations par ce qui lui va bien pour se sécuriser. Et par essence, on n'a pas accès à toutes les infos. Combien de fois, dans des retours de professionnels, j'ai eu des échos comme quoi ah, bah, ça commençait à devenir douloureux pour le client, bah, d'un seul coup, il n'arrivait plus à venir. Parce que y a des choses qui font que ah ouais non mais tu comprends, il y a les enfants, faut que j'aille m'en occuper, ah ouais mais non on a reporté, ah ouais mais j'ai complètement oublié de reprendre rendez-vous, et tout ça c'est des choses que soit on reste à la surface et on se dit oui bon la personne n'a pas l'espace, soit on va un peu plus loin et la personne crée des circonstances où elle n'a plus l'espace parce que ça remet trop en cause certaines choses alors qu'elle a besoin d'y aller. Ouais. Et ça c'est avec une offre qu'on peut accompagner la personne en lui expliquant par quoi est-ce qu'elle va passer et pour quelles raisons est-ce qu'on va jalonner l'expérience qu'elle va vivre avec nous de cette façon-là. Ouais. Donc, ouais, en ce sens-là, c'est crucial. J'ai déjà donné plein d'informations. J'ai envie qu'on reste d'abord sur les représentations. Initialement, toi, ton rapport à une offre, c'était quoi? Est-ce que tu as toujours été... Qu'est-ce que tu appelles initialement? Est-ce que tu as toujours été dans l'idée de te dire j'ai envie de proposer un accompagnement qui amène une personne à solutionner un problème qu'elle vit et qui va se constituer de séances individuelles, d'ateliers de formation? Est-ce que tu as toujours été dans cette démarche-là ou est-ce qu'auparavant, tu avais une autre position? Donc, quand j'ai commencé, il y a 1 an, l'offre, elle était plutôt du type forfait, 3 séances, enfin voilà, un pack de séances en fait. Parce que bon, je savais très bien qu'une séance, ça ne permettait pas de régler un problème. Ouais. Je continue à offrir une séance parce que quand les gens ne te connaissent pas, parfois ils ont envie de tester. Donc, j'avais laissé la possibilité quand même de travailler à la séance. Mais c'est vrai que je n'avais pas envisagé au démarrage de mixer plusieurs formats, on va dire. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mixer? C'est justement l'expérience, en fait, en me rendant compte que il y a certaines personnes que je suis aussi en coaching par téléphone, où justement je commence à mettre en place cette optimisation de séance par la suite, et je me rends compte que ça fonctionne plutôt bien et qu'il y a des choses que je pourrais faire en atelier pour parler à plusieurs personnes en même temps. Ça pourrait être pas mal d'échanger aussi. Donc voilà, c'est plus l'expérience qui me fait dire que c'est une optimisation, je pense. Ok. Et du coup, ça t'apporte quoi à toi aujourd'hui de vouloir accompagner ou même d'avoir entamé des choses qui ressemblent plus à un accompagnement qu'à une séance individuelle one-shot? Moi, ça m'apporte plus de satisfaction parce que j'ai l'impression d'avoir plus de résultats quelque part, même si on n'est pas censé s'attacher aux résultats, mais quelque part, c'est quand même sympa de pouvoir voir ce que tu fais a un effet, que les gens sont contents et sentent une évolution. Donc, beaucoup moins frustrant que sur le one-shot où on finit par se remettre en question en se disant est-ce que ça sert à quelque chose que je fais?
Donc là, au moins, on part sur une durée ou un nombre de séances données, et le fait de faire le point à la fin, ça permet justement de faire l'état des lieux entre le avant, le après, et de voir ce qui a bougé. Ok. Donc j'entends que à force de faire de la séance individuelle, tu t'es rendu compte qu'il y avait comme un espèce de pattern, un espèce de schéma que tu pouvais appliquer, comme des étapes par lesquelles tu pouvais faire passer tes clients. Et du coup, tu as la sensation en suivant ce parcours-là que tu génères plus de changements chez la personne et c'est davantage satisfaisant pour toi. Et notamment à travers le fait que tu peux faire un état des lieux initial, comme comment tu te sens là maintenant, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, ok, cool. Et à la fin de l'expérience, comment tu te sens maintenant, qu'est-ce qui a avancé, et d'amener la personne à considérer les changements qui sont arrivés. Oui. Ok, cool. Est-ce qu'il y avait une réticence initialement de ton côté à imaginer, à demander à une personne de faire plusieurs séances ou de rentrer dans une formule d'accompagnement comme ça? Alors, réticence, c'est un peu, il y a un peu deux facettes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que d'un point de vue logique, ça me semblait évident qu'il fallait partir là-dedans. Après, face à une personne, je ne savais pas forcément comment l'amener. Et ça, c'est justement le travail sur l'avatar qui m'aide à avoir plus de pertinence et à être beaucoup plus à l'aise sur le fait d'amener une solution basée sur un accompagnement et pas juste sur du one-shot. Parce que si tu t'adresses pas à un public particulier, finalement, tu as plein de possibilités. Tu as des gens qui vont venir te voir justement parce qu'il y a un symptôme ponctuel à un moment donné sur lequel tu vas travailler. Donc là-dessus, effectivement, le one-shot va pouvoir être adapté. Et ce que je veux dire, c'est que sur tout le panel de tous les profils qui vont pouvoir venir te voir, ça va être plus compliqué de proposer une solution avec différentes composantes à l'intérieur qui ne vont pas forcément se justifier. Alors que le fait de partir sur un avatar donné, pour moi, il y a plus de logique à proposer ce que je suis en train de mettre en place et de concevoir. Carrément. Il y a un exemple que j'ai donné précédemment que j'ai envie de préciser ici à nouveau. C'est que quand on définit un public auquel on a envie de s'adresser, ça ne veut pas dire qu'on va être enfermé avec ce public-là. Ça veut dire que avec ce public-là, sur cette problématique-là, on est dans notre zone de génie. C'est facile, c'est fluide, ça fit très très bien. Et le truc qui est cool, c'est que en fait, il y a quelque chose qui va se constituer autour de nous qu'on appelle une communauté, où il va y avoir nos proches, les gens avec lesquels on travaille, les gens qui nous entendent parler, les gens qui se disent « Ah tiens », et puis des gens qu'on n'attend pas du tout et qui ont un très bon match avec nous aussi. Il y a une histoire que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a un mec qui est rentré dans la tanière il y a, je sais plus quand, en mars je crois, et en 2 mois de travail, il a fait 10 000 € de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, il y a 2 avocats qui l'ont entendu parler depuis quelques semaines auparavant par rapport à des problématiques de syndrome de stress post-traumatique et de comment est-ce qu'il le comprend et comment est-ce qu'il apporte des réponses à ça, en s'adressant principalement aujourd'hui à des hauts gradés de l'armée. Et en fait, il y a des gens qui se sont reconnus dans ce qu'il est en train de décrire en se disant, voilà, je suis avocat et je me rends compte qu'il y a des endroits où je n'arrive pas à mobiliser mes ressources et je sais qu'il y a un rapport avec quelque chose que j'ai vécu auparavant. Il a signé 2 accompagnements à 5 000 € avec eux, quoi. Et c'est ça le truc, c'est toute la beauté de la chose, c'est que quand on constitue une offre, un espèce de chemin logique pour un groupe de personnes qu'on connaît, on est très doué pour ce truc-là, mais on n'a pas l'idée que ça puisse impacter d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui imaginent que proposer une offre à un groupe de personnes, c'est se restreindre, alors qu'en fait, c'est juste montrer sa zone de génie qui va nous donner encore plus envie à d'autres personnes qu'on n'attend pas du tout de travailler avec nous. Donc, ouais, 100% pour ce truc-là. Quand tu dis ça me semblait logique, mais tu savais pas trop comment présenter le principe de l'offre et du coup de se revoir régulièrement, est-ce qu'il y a un truc autour de la vente qui pose problème? Il y a un truc autour de la vente et peut-être au démarrage un peu le syndrome de l'imposteur aussi, de dire essayer de pousser entre guillemets tout de suite quelqu'un à prendre un ensemble de séances alors qu'il n'a jamais travaillé avec moi, tu vois, c'est ces croyances de se dire que que ça va pas fonctionner en fait, tu vois. Ouais. Il y avait beaucoup de ça. Ouais. Ok.
Donc en gros, il y a le truc de te dire, je vais proposer un certain nombre de séances à la personne, et tu te demandes si toi, tu seras en mesure d'apporter le changement à la personne, ou c'est le fait de te mettre à la place de la personne. C'est plutôt le fait de se mettre à la place de la personne et de se mettre des limites en pensant que, comme ça va représenter un investissement plus important, ça va être forcément une barrière. Ok. Il y a un truc dont j'ai parlé la dernière fois, dont on va reparler un peu ici, je pense que j'en reparlerai à chaque fois, c'est quoi la valeur? Il y a, toujours d'après les neurosciences, le cerveau n'est pas en capacité d'évaluer la valeur de quelque chose, n'est pas capable de prendre une décision en se disant ça c'est mieux ou ça c'est moins bien. Il va toujours faire des espèces de comparaisons et Inch'Allah, il ne s'est pas trompé. Et puis derrière, alors que ça aurait été l'impulsion de « Ah tiens, quand je pense à ça, je me sens plutôt comme ça. Ah tiens, quand je me pense à ça, je me sens plutôt comme ça. » On se dit, on pèse le pour et le contre et derrière, on prend une décision. Soit elle est bonne, on se dit « Ah, j'avais trop raison, j'avais trop compris le truc. » Soit elle n'est pas bonne et on la rationalise en se disant « Ouais, non, mais on peut se tromper. » Des trucs comme ça. Le cerveau n'est pas en capacité de prendre une décision autrement qu'en étant porté par des sensations et des émotions. Et il n'est pas non plus en capacité de mesurer la valeur de quelque chose qui est en face. Par contre, je reprendrai régulièrement ces exemples. Il y a un gars qui s'appelle Nicolas Aignan, qui initialement est quelqu'un qui a énormément de mal avec les concepts de la vente. C'est-à-dire qu'il avait compris qu'il avait quelque chose à apporter aux entrepreneurs par rapport à la question des peurs et des blocages et des choses comme ça. Mais par contre, quand il fallait discuter avec les gens, il avait un blocage qui était là et il n'arrivait pas à proposer la vente. Et en fait, il y a un jour où il y a tout qui a changé à l'intérieur de lui, où il s'est rendu compte que il a fait l'expérience d'une douleur immense. Je n'arrive pas à me mettre au service correctement des gens parce qu'en fait, j'ai tellement peur de les déranger, j'ai tellement peur de ce qu'ils vont penser de moi que je n'arrive pas à me mettre dans cette posture-là et ça me fait chier. Et au cours d'un stage, je ne sais plus trop quoi, il apprend comment observer cette peur-là, la dissoudre et voir de quelle façon est-ce qu'il arrive à bouger derrière. Et il comprend qu'il reprend de la mobilité et que la douleur qui était immense de « mais je vois bien que je pourrais t'apporter quelque chose, mais j'arrive pas à me glisser dans cette posture de la vente », bah, c'était un problème associé où j'ai l'impression de te prendre quelque chose. Et en fait, il a switché vers le « je vais t'ajouter quelque chose ». Et d'un seul coup, ça a tout débloqué à l'intérieur de lui. Et c'est ça qu'il cherche à faire avec les entrepreneurs qui ont fait le premier million, à faire les millions d'après. Ce qu'il explique, c'est que quand on est dans une discussion avec quelqu'un qui est l'un de nos clients, c'est qu'il a probablement le problème, puisque sinon il ne serait pas en train de discuter avec nous. Il a remarqué quelque chose, ou nous avons remarqué quelque chose auprès de lui qui a fait qu'on est dans une discussion en ce moment, qui lui pose problème. Mais le truc, c'est qu'il a l'ego qui est là pour dire non, mais il faut que je reste vivant au milieu de tout ça. Je ne peux pas être en permanence en train de ressentir la douleur de ce que j'éprouve. Donc je vais atténuer la sensation de douleur pour continuer à sociabiliser. Je vais prendre un exemple un peu trash, mais il y a un moment, quand j'étais gamin, je vivais des choses qui étaient vraiment pas cool avec mes parents, et plusieurs fois, j'aurais imaginé sauter par la fenêtre, la tête la première, parce qu'en fait, je supportais plus ce que j'étais en train de vivre, et heureusement qu'il y avait une part de moi qui était là en train de diminuer le truc, en mode ça va aller, et tout ça, et qui calmait les jeux. Mais par contre, ce truc qui me protégeait à ce moment-là, c'est ce qui fait que j'ai des problèmes aujourd'hui dans ma relation amoureuse, parce qu'au moment où ça commence à aller bien, j'ai tout envie d'envoyer en l'air, ou quand dans mon activité ça se stabilise, j'ai envie de tout envoyer en l'air, sans être capable d'expliquer pourquoi, tu vois. Ben, Nicolas Aignan, ce qu'il explique, c'est que ce truc qui cherche à nous protéger, c'est le truc qui fait que quand on relationne avec quelqu'un, on est protégé de la douleur, et l'objectif d'une discussion, c'est d'amener la personne à contacter davantage c'est quoi ce qu'elle risque si elle continue dans ce truc-là. De quelle façon est-ce que ça vient la polluer dans ses relations, de quelle façon est-ce que ça vient la polluer dans sa sécurité financière, de quelle façon est-ce que ça vient la polluer dans plein d'axes de sa vie. Et d'amener la personne à se rendre compte que, bah oui, ok, il y a son ego qui la protège et tout ça, mais en fait, à l'intérieur d'elle, il y a une douleur qui est comme ça, tu vois. Et montrer à la personne qu'on a compris quelle est sa douleur et qu'elle n'a plus besoin de la cacher, ça permet à la personne de se dire, oui, ok, il y a vraiment ça là. Et d'être capable d'expliquer à la personne pourquoi est-ce qu'elle en arrive là, dans son problème, ça montre que nous, en face, on a une expertise de son problème qui est au moins équivalente. Et que derrière, si on a mis en place un chemin qui sonne logique pour elle aussi, de sortir de ce problème-là, ben, d'un seul coup, la valeur de la solution qu'on propose est 10 à 100 fois plus grande que la douleur qu'elle éprouve. Et là, d'un seul coup, elle se dit « Ok,
avec toi, je peux aller au contact de ma vulnérabilité, tu m'expliques pourquoi est-ce que je me sens dans cette vulnérabilité-là et surtout comment est-ce que je peux en prendre soin. Donc d'un seul coup, la sensation de valeur, elle est beaucoup plus grande. Ouais. D'où l'importance pour un professionnel d'être capable de créer un chemin logique qui permette à la personne de se rendre compte de « Ok, ma situation réelle, pas celle que je me raconte pour me protéger, mais ma situation réelle est celle-ci. Comment j'en suis arrivé là et comment je peux en sortir ?» Ça, c'est ce que l'offre apporte. Donc pour le professionnel, c'est cool parce que quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on se croit dans la vente, quand on croit être en train de demander à quelqu'un de l'argent par rapport à la séance versus non, en fait, je vais t'expliquer ce qui t'arrive et je vais t'expliquer quelles sont les étapes par lesquelles il faut qu'on passe pour sortir de cette situation, on n'est plus dans la vente. On est clairement dans une position de j'ai quelque chose à t'apporter. La sensation d'imposteur aussi, elle s'étouffe. Parce qu'il n'y a pas le truc de je te vends quelque chose mais je suis pas sûr. C'est en fait j'ai profondément fait l'expérience de ce que je te propose et ça va te faire avancer. Maintenant, ce qui fait qu'un professionnel peut se retrouver dans une sensation d'imposture, c'est un schéma que j'aime beaucoup ça, c'est que souvent le professionnel, il a vécu une situation où il était en mode c'est pas cool. Puis derrière, il a rencontré les outils du développement personnel et du bien-être, probablement ceux qu'il utilise. Et là, d'un seul coup, il était un peu plus en mode ça va. Et puis aujourd'hui, à force d'avancer, il est un peu plus dans le truc putain, c'était vraiment très très fort ce que j'ai vécu, ça commence à me faire du bien, j'ai vraiment envie de le partager au reste du monde. Et en même temps, il continue son chemin vers un truc de je me sens vraiment tellement bien. Il n'y est pas encore. Et souvent, le professionnel qui se vit dans la posture, c'est qu'il n'a pas compris que son rôle, c'est d'amener la personne à faire le premier pas. Il va se dire, moi, je vise ça pour moi. L'accompagnement que je veux proposer à la personne que j'accompagne, il doit l'amener là aussi, sauf qu'il n'y est pas encore. Tout l'objectif pour rester dans une zone de sécurité, c'est j'ai fait l'expérience de quelque chose, d'un changement qui m'a amené de la sécurité et du confort. C'est à cet endroit que je vais amener mon client. Parce que rien que ça, ce sera déjà énorme. Et si après, il y a un travail de fond à faire pour aller plus loin, soit je suis toujours la bonne personne, et on continue à travailler avec de la séance en refixant des objectifs et des temps d'accompagnement, soit je suis plus la bonne personne parce que je me sens plus en face de ce qu'il a, de ce dont il a besoin, mais je l'ai équipé pour qu'il aille chercher la bonne personne. Complètement. Ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup senti et qui sur mon avatar, va très bien, je trouve, parce que fatigue chronique, ça peut être lié à une pathologie chronique et le discours, c'est pas de dire aux gens je vais les guérir, bien sûr que non. Ouais. Mais c'est les aider à se sentir mieux finalement. Et dans le fait de les aider à se sentir mieux, je sais que je peux le faire. Donc après, c'est aussi ne pas se mettre la barre trop haute et pas se planter d'objectifs. C'est exactement ça. C'est que tu vas travailler sur des étapes intermédiaires et l'endroit où tu vas arriver ne dépend pas que de toi en plus. Ça dépend de l'endroit d'où ton consultant part. Ouais. Et aussi dans quelle mesure il va utiliser les outils et ce que tu vas lui donner. Donc, il y a plein de composantes qui font que tu ne maîtrises pas en fait où il va arriver. C'est ça. Je pense que là tu viens de me faire connecter à quelque chose, c'est que la façon dont je présentais l'offre de la tanière à une époque, c'était d'amener un professionnel à passer d'un chiffre d'affaires qu'il avait du mal à développer à un chiffre d'affaires de 1 500 €. Et en fait, je me rends compte que avec certaines personnes, je peux les amener à 10 000 €. Avec d'autres, je ne vais pas réussir à leur faire décoller leur activité parce qu'en fait, ils vont avoir des blocages à des endroits que je ne suis pas en mesure de changer. Par contre, il y a un endroit où je suis très très fort, c'est amener un professionnel à mettre de la clarté dans qu'est-ce que je propose et qu'est-ce que je facilite. Par contre, être en possession de cette connaissance-là, ça va permettre au professionnel de s'orienter, d'avoir un message qui soit beaucoup plus clair et en fonction de qui est le professionnel, il va avoir des résultats qui seront différents. Pour certains, ils ont créé une espèce de locomotive avec lesquels ils ont compris comment fonctionnent les ateliers, ils ont compris comment faire interagir ces ateliers avec d'autres personnes, comment se positionner. Donc du coup, c'est une espèce de grosse machine qui se met en place tranquillement, mais qui embarque avec un chiffre d'affaires très régulier, etc. Pour d'autres, ça explose en mode j'ai trop bien compris que mon histoire et la façon d'amener mon histoire, ça peut déclencher des trucs très très forts chez les gens et ça fait des achats très forts directs. Pour d'autres personnes, ça va être j'ai appris à parler des choses qui étaient importantes dans mon positionnement et du coup, ça fait de la visibilité qui augmente de ouf, mais je ne sais pas comment dépasser la sensation de je vais déranger la personne. Et donc, du coup, je n'arrive pas à enclencher des discussions ou les amener jusqu'au bout pour travailler ensemble. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de faire ça. Et ça, je ne sais pas comment le désamorcer. Et surtout, c'est pas ma zone de génie. Donc aujourd'hui, je comprends que là où une époque, j'avais envie de faire t'as investi 1 000 €
ou 1500, bah, tu vas faire rester dans l'accompagnement jusqu'au moment où tu auras refait 1000 ou 1500 euros. Je me rends compte que c'est pas une bonne chose parce que la métrique est différente en fonction de qui est là. Par contre, il y a autre chose, c'est que amener un professionnel à parler avec beaucoup d'aisance et beaucoup de clarté de son activité, ça, c'est quelque chose que je sais faire. Et ça c'est un truc qui peut être très fluide. Et ça me permet de me défaire de certains enjeux, comme des blocages qu'ils ont, que je ne sais pas déjouer. Mais par contre, j'ai envie d'introduire d'autres professionnels ici pour qu'ils déjouent les blocages à cet endroit. Là où je veux en venir avec la question de l'offre, c'est que là où il ne faut pas se tromper, c'est sur la promesse. Et se rendre compte, quand on fait une offre, que son offre, elle a toute vocation à évoluer au regard de l'expertise qu'on a de nous-mêmes, de l'expertise des gens avec lesquels on travaille, pour être toujours plus proche du meilleur changement qu'on peut faire chez les gens. Ouais. Tout en le valorisant de la bonne façon. Parce que le truc, c'est que avec cette mauvaise promesse que j'avais fait, je t'amène à faire 1500 euros, mais en fait, il y a des gens qui étaient en mode « Ah, bah, je reste avec toi tant que j'ai pas fait 1500 euros. Ah ouais, mais c'est quand même super confortable, la tanière et tout, c'est super bien. Ouais. Du coup, je peux pas trop faire les efforts. Et c'est sournois en plus. » Et je me rends compte que c'est pas la bonne promesse. Donc du coup, là, il y en a une autre qui est en train d'arriver sur le positionnement et la clarté, et que découle de ça d'autres choses. Ouais. Et bref. Donc ouais, l'accompagnement, la promesse qu'on formule, elle doit bouger au regard de l'expérience qu'on a de nous-mêmes et de notre public. Ok, donc on vient de voir qu'une offre, c'est un ensemble de solutions qui relève plus de l'accompagnement que de la séance one-shot qu'on a pu voir le plus fréquemment. Dans ton accompagnement à toi, on sait qu'il y a de la séance individuelle, de l'atelier, de la formation et des exercices. Auparavant, tu avais plutôt des formats qui relevaient du package quand tu avais envie de le proposer. Mais en fait, c'était pas facile à présenter parce que est-ce que c'est bien ce dont il a besoin? Est-ce que je suis pas un peu imposteur dans le changement que je propose? Enfin, je suis pas vraiment sûr. Ok. Puis en fait, il y a un moment donné où, à force de faire des expériences avec les gens, tu te rends compte qu'il y a comme un espèce de chemin logique qui se construit. Et du coup, on sort du forfait, on rentre davantage dans l'intention d'accompagnement. Il y a de la satisfaction qui arrive davantage chez toi parce que tu vois tes clients avancer, avec notamment des états des lieux avant, des états des lieux après, où tu vois clairement les changements. Donc, c'est nourrissant pour toi dans ta posture d'accompagnante. Et ça te booste. Donc on voit bien que dans l'offre, telle qu'elle se propose ici, elle est là pour apporter des réponses à une problématique donnée pour un groupe de personnes données. Mais il y a une problématique à l'entrée, c'est comment j'amène les gens à tester ça. Tu m'as dit un peu avant, ça m'arrive de faire encore de la séance individuelle pour quand les gens veulent tester. Ok. Oui, j'avais laissé la possibilité aux gens de réserver en one-shot, justement, pour avoir l'occasion de travailler avec moi sur une séance et se rendre compte si ça matchait ou pas. Ok. Et du coup, dans la séance, tu faisais quoi? Je faisais généralement ce qu'on appelle... je vérifiais des paramètres physiques, en fait. Je ne rentrais pas dans le dur de l'émotionnel, d'une problématique donnée. Ok. Et du coup, ton intention avec cette séance test, c'était quoi? Bah justement, c'était pas forcément très clair en fait. C'était que les gens voient un petit peu comment je travaille, ce que c'était que la kinésio, avoir un premier échange, mais et puis apporter certaines réponses. On a des réponses directes sur les paramètres physiques, mais bon, quand tu testes un paramètre physique qui est déséquilibré et que tu donnes des suppléments, par exemple, tu vas traiter un symptôme, mais tu ne vas pas chercher la cause profonde du problème, la cause émotionnelle. Donc, en fait, on reste sur des choses très partielles. Ouais. Et les gens, parfois, s'arrêtent à ça en disant, bah oui, effectivement, l'intestin poreux, on en a déjà parlé, je vais faire le traitement et tout va aller bien. Bah, ouais, sauf qu'en fait, si tu as un intestin poreux, c'est qu'il y a autre chose à la base et il n'y a pas que des paramètres physiques. Et ça, les gens, finalement, comme ils veulent des solutions rapides, ils ne sont pas forcément prêts à l'entendre et ils attendent de voir ce que ça va donner en supplémentation et ils ne vont pas chercher plus loin. Quoi. Ok. J'entends que toi, l'objectif avec la première séance, c'est comme de leur faire percevoir qu'est-ce qu'ils ont à gagner à travailler avec toi, c'est ça?
Oui, et puis moi, je reste persuadée que quand quelqu'un choisit un thérapeute, c'est hyper important qu'il se sente bien avec lui, dans son énergie. Pour moi, le thérapeute, c'est vraiment quelqu'un qui recrée une espèce de container, on dit en anglais, où la personne va pouvoir évoluer. Donc, si les énergies ne matchent pas, si tu ne te sens pas bien avec, c'est pas une bonne chose d'aller faire un accompagnement avec cette personne-là. Donc, c'était leur donner l'opportunité de pouvoir... qu'on puisse échanger et qu'ils voient comment je travaille et voir si pour eux ça matchait ou pas, quoi. Sauf qu'après, comme je disais pas clair sur à qui je m'adressais, ou le discours finalement n'était pas fluide, si tu veux. Je savais pas trop comment amener les choses derrière. Et ça s'est mis en place petit à petit au cours de cette année, justement, qui pour moi a été une année test. Mais au bout d'un moment, ça devient une évidence que ça mène à rien de faire du one shot comme ça. En fait, tu te rassures quelque part et tu dis que tu vas te faire de l'expérience, mais tu n'arrives pas à des choses vraiment concrètes ou vraiment satisfaisantes. Donc il faut changer quelque chose. Je me sens très concerné par ce que tu dis. Il y a quelques jours en arrière, là, toujours dans cette période de trouble, là, je vis une situation, je me dis comment moi j'ai pu vivre ça. Je vais dans une soirée autour de l'entrepreneuriat. Et en fait, je me sens pas bien direct. Genre, j'arrive et en fait, c'est un effort colossal de me retrouver au milieu de ces gens-là. Heureusement, j'ai une amie qui est sur place et donc du coup, je peux relationner avec quelqu'un avec qui je me sens en sécurité, donc ça va. Mais chaque interaction, c'est douloureux, quoi. Enfin, même rester sur place, c'est douloureux. C'est chaud, quoi. Et puis, il y a des expériences il y a des conférences. Et du coup, ces conférences, elles viennent me chercher quelque part. Ça monte puissance, c'est trop bien. Et notamment à la fin, où il y a une professionnelle qui monte sur scène et qui incarne quelque chose que je trouve incroyable. Elle explique qu'elle vient des États-Unis, elle revient des États-Unis, là où elle a fait des expériences avec des gens qui faisaient de la conférence, et elle les voyait donner beaucoup d'énergie au public, et en fait, il y avait une espèce de retour du public qui leur permettait de s'asseoir dans ce qu'ils avaient à transmettre à cet endroit, et du coup, elle nous cherchait à cet endroit, mais je voyais qu'elle incarnait son truc, et que c'était, ça lui demandait, elle sortait d'elle-même pour aller chercher ce truc-là. C'était pas tout à fait fluide encore pour elle, mais je la voyais dans ce truc-là. Puis à un moment donné, elle a réussi à nous amener à l'endroit et c'était très très chouette. Elle a demandé à ce que des gens montent sur scène et puis du coup, je suis monté sur scène et elle a fait sa conférence. C'était vraiment cool. Et il y a une part de moi qui a reconnu chez elle quelque chose du ok, toi, tu t'es vraiment assise dans ton pouvoir, quoi. Parce que ok, t'es capable de te mettre en insécurité, mais tu es capable aussi de créer quelque chose qui amène les gens à venir vers toi, et tout en gardant ton enracinement, et je trouvais ça remarquable. Et à la fin, elle nous offre, à toutes les personnes qui étaient montées comme figurantes sur scène, un accompagnement individuel avec elle, ou une séance individuelle. Et en fait, j'ai vécu un truc d'une déception. Je suis allé la chercher parce que en fait, ce qu'elle incarnait sur scène, c'est quelque chose, une telle sécurité que j'ai envie de contacter pour moi. Et autant je sens qu'elle aurait la capacité de m'y emmener, autant en fait la séance que j'ai faite avec elle m'a tellement pas expliqué mes enjeux, elle m'a tellement pas assez expliqué avec des choses qui... en fait, elle m'a montré ses outils, comment ça fonctionnait, plutôt que de m'amener à comprendre quels sont les enjeux. Et elle m'a fait direct une séance, mais à laquelle j'ai pas pu rentrer dedans. Et en fait, j'ai vécu de l'insatisfaction et j'étais désolé parce que je voyais bien qu'elle était à quelque part et qu'elle pourrait me l'apporter. Mais en fait, la séance que j'ai faite avec elle, ça m'a tellement insatisfait que je n'irai pas plus loin avec elle pour l'instant. Et je crois que des fois, on veut tellement démontrer à l'autre que ça fonctionne qu'en fait, on ne prend pas le temps de prendre soin du mental de la personne et de lui expliquer. Et plutôt que de lui faire une séance de test, on a besoin de faire le point avec elle de qu'est-ce que tu vis en ce moment dans ta situation, qu'est-ce que tu aimerais débloquer. Ok, cool, on regarde ce que tu me dis, ça fonctionne comme ça à l'intérieur de toi, en agissant là-dessus, il va se passer ça. Probablement que, compte tenu de ton profil, tu vas avoir des réticences à faire telle ou telle chose, mais on va en prendre soin. Et d'un seul coup, je me sens compris, je me sens un truc, et on n'a pas encore fait la séance, que déjà, il y aurait pu y avoir quelque chose, que là, on est rentré direct dans la séance, et je suis resté derrière en mode... ouais, je vois bien, mais en fait, non, quoi. Enfin, je t'ai vu sur scène, donc je sais que tu l'as fait pour toi, mais je vois pas comment tu peux me l'amener, tu vois. Donc, je crois qu'avant d'imaginer faire des séances de test, il y a un autre truc à faire avant. Mais on y reviendra quand on va parler de ton offre en ce moment. Quelle heure est-il, s'il te plaît ?
Presque 15 heures. 15 heures, cool. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder du côté du client. Qu'est-ce que ça change, une offre? Et une fois qu'on aura regardé ça, on va marquer une petite pause et on va rentrer après dans toi, ton offre à toi. Cool. Ça tiendra pas ça. Cool. Comment tu te sens? Bien. Cool. Un coup. Donc on a vu pour toi, en tant que praticienne, il y a un dernier point qu'on n'a pas vu qui pourtant est incroyablement important. Ça par contre, on ne peut pas passer à côté. Dans le développement personnel et bien-être, je crois qu'on n'a pas compris que le plus difficile à réaliser, c'est acquérir ses clients. C'est le truc le plus challengeant pour un entrepreneur. Être capable de trouver son client et de pouvoir lui délivrer tout ce qu'on a possiblement à lui délivrer. Aujourd'hui, quand on fait de la consultation à la séance, ça veut dire qu'il faut trouver combien de clients par mois? Beaucoup. Bah c'est ça. C'est que, mettons, on a à la séance, ça va coûter 60 €. Et encore, 60 €, c'est quelqu'un qui est un petit peu installé dans sa pratique quand même. 60 €, si on a envie de faire du quoi? Si on a envie de faire du 2000 € de chiffre d'affaires, il nous faut combien de séances là-dedans? Un certain paquet quand même. Ouais. Si on avait 50, ça ferait du 3000. Voilà. Ça, hein? Oui, c'est ça. On va rester là-dessus. On a besoin de trouver si on a une séance à... C'est ça, hein? Ouais, 3000, là tu fais 1500, quoi. Comment? Si tu restes 1500, quoi. Tu oui. fais grosso modo 50% qui part. Donc, C'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, ça veut dire que quelqu'un qui fait de la consultation à 60 €, s'il fait du one-shot à chaque fois, il faut qu'il trouve 50 clients. Bon, on va dire que il a la moitié de ses clients qui reviennent. Ouais. Et donc du coup, qu'il a plus que 25 clients à trouver. 25 clients, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. On va dire 25 clients. Les entrepreneurs, en fait, il y a différentes techniques d'acquisition, et ceux qu'on voit le plus, qui font de la publicité et des choses comme ça, ils ont un retour sur investissement qui est très faible au regard de 3% ou 2% Genre, mettons, il y a 2 personnes sur la centaine de personnes qui vont voir leur message, avec lesquelles ils vont enclencher une discussion, et derrière, il y en a peut-être 1% qui vont acheter l'accompagnement avec eux. Mais déjà, ça va leur coûter de l'argent pour se rendre visible à outre mesure. Et ça, c'est pour les gens qui réussissent. Donc ça veut dire que pour l'entrepreneur qui a moins de visibilité, il faut qu'il arrive à faire un tour de force de l'espace quand même, pour réussir à se sortir 3000 € de chiffre d'affaires brut. Enfin, de chiffre d'affaires, quoi. Alors que, et en plus, il y a un autre truc, c'est que ça, c'est une séance. Sachant que peut-être que la première séance, il va la faire gratuite. Ouais. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être, même sur ces 50 clients ou ces 25 clients, il y en a certains qui ne reviendront pas ou sur lesquels il n'aura pas tiré d'argent. Et l'idée, c'est quand même de vivre avec son activité et pas juste de donner de son temps, quoi. Versus, à un moment donné, je vais accompagner un client qui a un problème donné à solutionner son problème. Et d'un seul coup, ce qui vaut de l'argent, ce n'est plus la quantité de séances que je mets dedans, mais c'est la sortie du problème dans lequel il est en ce moment. Et vu qu'on lui a fait sentir la douleur qu'il a à l'intérieur de lui, et nous, on n'a qu'une envie, c'est de l'aider à avancer sur cette problématique-là parce qu'on la comprend bien, ben on s'en fout de savoir ce qu'on va mettre dedans. Bien sûr qu'on a prévu un schéma logique avec un certain nombre de séances ou quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est d'amener les clients à changer ça, pas la quantité de séances qu'on a mis dedans. Pour certains clients, ça va aller beaucoup plus vite. Pour d'autres, ça va aller moins vite. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, il avance sur cette thématique. Et quand on solutionne un problème avec un certain nombre de séances, ben d'un seul coup, c'est plus une consultation à 60 €. C'est peut-être
un ensemble de services qui va coûter 500 euros. Et d'un seul coup, si on est dans du 500 euros, ben on n'a plus que de 6 clients pour faire du 3000 euros. Et là, ça descend considérablement. Donc déjà, notre impact auprès de notre client, il est beaucoup plus fort. Mais en plus, pour nous, c'est beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins d'insécurité que de se dire oh, toi, je te connais très bien, en travaillant ensemble de cette façon-là, je peux te faire avancer. Versus, je te connais pas trop, il va falloir qu'on se cherche, qu'on se tâtonne pour se comprendre. Et ça, il faut le reproduire jusqu'à 50 fois par mois, mais pour avoir des clients qui payent, quoi. Versus une offre. Ça, c'est un truc qui est crucial. Et il y a un truc qui m'arrache le bide et je crois que c'est... Dernièrement, j'ai renoué avec cette partie de mon pourquoi. C'est que quand j'étais infirmier, je vais repartir avant infirmier. Si je suis devenu infirmier, c'est parce qu'à l'âge de 20 ans, j'ai perdu l'usage de mon bras droit à cause d'un accident de moto. Et alors que j'étais en train de me construire une image d'un mec fort, je suis passé de 70 kilos à 85 kilos en un an, genre musculation à fond et pour me sentir bien, jeune homme, quoi. Enfin, voilà. Bah, en fait, accident de moto et je me suis retrouvé en mode Jamel Debbouze dans un fauteuil roulant, quoi. Avec un bras qui fonctionnait plus et une image de moi qui était vraiment pas ouf, avec un bras qui me faisait mal tout le temps. Et un jour, il y a un mec qui rentre dans ma chambre, qui me fait passer un moment incroyable et quand il a fermé la porte, je réalise, mais attends, il vient de me faire une prise de sang, là. Et j'avais complètement oublié qu'il m'avait fait une prise de sang. Plus tard, l'autre événement dont je me rappelle qui était marquant, c'est que je suis en ergothérapie et il y a une espèce de truc qui me soutient le bras pour que j'apprenne à bouger mon bras et que je perde pas les schémas neuronaux et les trucs comme ça. Donc vraiment, un endroit où je suis pas bien. Et là, t'as ce gars qui vient et qui me dit voilà, Alexandre, je te l'avais pas dit, mais je suis juste étudiant infirmier et mon stage se termine. Mais par contre, on a eu des temps de présence qui étaient forts pour moi et donc du coup, je viens de dire au revoir parce que je quitte la structure. Et je me suis senti tellement considéré, tellement vivant dans ses yeux que je me suis senti vraiment vivant, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le métier que je veux faire. À cette époque-là, j'étais technico-commercial sédentaire, donc il y avait des gens qui m'appelaient et je voyais bien qu'ils avaient un problème, j'avais envie de les aider à avancer sur ce problème. Mais mon patron, il me disait, non, mais t'as pas compris, Alexandre. Si la commande qu'ils vont faire derrière n'est pas assez grande, tu leur réponds pas. Du coup, moi, j'étais en aversion, j'étais en mode, mais je vois bien que j'ai une solution pour eux. Voilà. Et quand je vois ce gars dans le soin tellement présent, je me dis, voilà, c'est ce métier-là que je veux faire. Du coup, je suis devenu infirmier pour ça. Derrière, il y a un truc qui s'est passé, c'est que tout ce qui est développement personnel et bien-être, je le considérais mal, ou peu, en tant qu'infirmier, alors que pourtant, je faisais l'expérience qu'avec la musique, il y avait moyen d'amener un écrin pour qu'un patient potentialise la qualité des médicaments que je lui avais donnés. J'avais bien compris que dans ma présence, dans la façon d'être avec mes patients, je pouvais améliorer les soins prodigués. Mais j'avais pas encore compris quel était le parallèle avec tout ce qui est développement personnel et bien-être. À un moment donné, j'ai vu un médecin pratiquer des protocoles d'hypnose pour faciliter l'induction et des trucs comme ça, et la gestion de la douleur derrière. Mais le truc, c'est que la médecine en général a un regard très mauvais sur ces pratiques-là, parce qu'elles sont considérées presque comme sectaires, parce qu'on comprend pas trop ce qui s'y passe. Et derrière, tu as des gens qui promettent monts et merveilles, des professionnels, et qui entérinent le truc de cultiver une mauvaise image de tout ce qui est développement personnel et bien-être, parce qu'au final, c'est quoi la différence entre un professionnel qui va te dire « je peux tout soigner » et ces petits trucs qu'on trouve tous ridicules dans nos boîtes aux lettres, où t'as quelqu'un qui est marabout et qui te dit je vais te faire revenir l'être aimé, je vais te désenvoûter, ou je vais faire tout ça. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Et à chaque fois qu'un professionnel va être dans cette posture de je peux tout prendre en charge, c'est cette image qui véhicule, versus je suis un expert de la prise en charge de ta problématique. Et c'est ça que je veux impulser, c'est qu'on arrête avec de la séance individuelle parce qu'on envoie un message qui est mauvais. Et c'est pas un message qui va faciliter l'introduction dans nos sociétés de ces pratiques qui pourtant peuvent provoquer des changements incroyables. Des changements dont des gens ont fait l'expérience, mais ils s'imaginent qu'ils peuvent faire plein de changements pour plein de gens. Alors qu'en fait, non, ils peuvent faciliter le même changement pour le même groupe de personnes qu'ils représentent. Et le but de l'offre, c'est de faire ça. Le but de l'offre, c'est j'ai compris comment tu fonctionnes parce qu'on est les mêmes à cet endroit. Et que probablement tu vas être coincé à cet endroit parce que, oui, bah voilà. Probablement que quand je te dis ça, ça fait ça, oui, bah voilà. Bah en fait, tranquillement, on va t'apprendre comment faire pour te recabler à l'intérieur et améliorer tout ce qui se passe dans ton corps. C'est ça le but de l'offre. Et ça vaut beaucoup plus d'argent
que de la séance individuelle. J'ai entendu une meuf qui disait par rapport à un accompagnement d'entrepreneuriat, le mec lui amenait tellement de shift dans sa tête, mais elle disait, mais même si ça coûtait 10 000 €, je le referais, quoi. Et c'est pas parce que, juste parce qu'en fait, les shifts qu'elle a vécu à l'intérieur d'elle, les changements qu'elle a vécu à l'intérieur d'elle étaient précieux, quoi. Et juste, l'argent, c'est le rapport qu'il y a entre moi, en tant que professionnel, ce que je suis prêt à demander, et toi, client, ce que tu es prêt à investir en ce moment au regard de la confiance que tu trouves avec moi, quoi. Ouais. C'est que ça. Donc, ce point-là, il était crucial, l'argent. Qu'on en finisse avec le truc de galérer tous les mois parce qu'on se met dans une situation incroyable sans considérer que trouver 50 clients par mois, c'est invraisemblable. Ouais, bon après il y a aussi des croyances, il y a beaucoup de croyances sur l'argent, hein, beaucoup de limites qu'on va pas forcément chercher et qui nous entravent, et tant qu'on n'a pas identifié ça, c'est un peu compliqué d'arriver à gagner sa vie, quoi. Bah c'est ça. C'est ça. Donc on a vu pour nous ce que ça apporte, on a commencé à regarder pour le client ce que ça apporte. Si on le formalise pour le public, qu'est-ce que ça lui apporte le fait de travailler avec une offre, lui? Je te suis pas trop pour le public, comme ça. On a vu pour nous, qu'est-ce que ça représente de proposer une offre à un client. Donc on a vu que ça assoit la confiance de qu'est-ce que j'ai à proposer, ça assoit la sécurité financière, ça permet d'avoir un chemin logique de l'activité, de mettre beaucoup plus de clarté dans ce qu'on a à proposer. Maintenant, ça c'est depuis notre prisme à nous par rapport à notre activité. Ouais. Par rapport au client, le fait d'avoir une... Ah d'accord, ok. Parce que je pensais que tu faisais une distinction public-client, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ouais. Par rapport au client, déjà il s'inscrit dans une démarche plus globale, c'est pas le même objectif, et je vois deux choses, c'est que d'une part tu vas t'adresser à des gens qui comprennent qu'ils sont sur un parcours et pas sur un one-shot. Et puis eux, ça leur permet aussi d'intégrer qu'il va falloir un certain temps, un certain travail pour obtenir ce à quoi ils aspirent, en fait. Et pas de se faire tromper dans une solution soi-disant miracle qui va tout régler en un claquement de doigts, comme certains discours peuvent le laisser penser. Ok. Donc ça va permettre à notre public de comprendre qu'il s'installe dans une démarche. C'est quelque chose qui va prendre du temps à travers un parcours. Ça va nécessiter du temps, du travail, mais que de cette façon-là, on va en finir avec la notion des promesses miracles. On va te changer ta vie en un claquement de doigts. Ok. Qu'est-ce que ça peut lui apporter tout ça au public? Le fait de savoir qu'il ne va pas être trompé, le fait de savoir qu'il va être installé dans quelque chose qui va prendre du temps, mais qu'on va l'accompagner là-dedans, ça fait quoi ça? C'est établir un rapport de confiance, en fait, de savoir mieux vers quoi il va et de comprendre aussi qu'il faut qu'il s'investisse. Hein. C'est pas la transformation, enfin surtout quand on s'inscrit dans ces notions d'accompagnement, la transformation, elle vient aussi par les efforts qu'il va faire. Et c'est pas quelque chose de facile, en fait. Et je pense que c'est important d'avoir ce discours-là, justement, pour générer cette confiance et qu'il sache vers quoi il va. T'as employé le mot facile, et du coup, en disant que c'est pas facile, il y a un mec qui s'appelle Pierre-Emmanuel Bringer, qui fait un podcast qui s'appelle Système. Et il explique comment est-ce que les gens qui sont dans le top de la performance installent un système autour d'eux qui leur permet d'être dans cette performance-là. Il explique que pour lui, un système doit être simple. Mais par contre, simple ne veut pas dire facile. C'est pas parce que simple dans la compréhension veut dire facile dans la réalisation. Quand je réfléchis à ce qui m'est arrivé dernièrement, ce qui est le reflet d'absolument tout le monde quand on veut s'adresser à du développement personnel du bien-être, c'est que souvent, on a une émotion à l'intérieur de nous qui n'est pas confortable, qu'on a envie de faire bouger. Ça va paraître tristesse, ça va paraître colère, ça va parler de plein de choses comme ça. Mais au final, cette émotion n'est que le fruit d'une attitude et d'un comportement qu'on a, qui est lui-même le fruit d'un apprentissage qu'on a fait plus tôt. Ouais. En gros, le système est très simple. C'est, je vis une circonstance,
j'ai un retour positif, tout va bien. J'ai un retour que je vis comme négatif, j'apprends que je dois surtout pas avoir ce comportement, ou je dois avoir tel autre comportement pour vivre quelque chose de plus confortable que la situation que je viens de vivre. Basiquement, je suis gamin, je vois que si je fais pas ce qu'on me demande, si je suis pas le garçon gentil ou la fille gentille, et ben ça va pas bien se passer pour moi. Donc j'apprends qu'il faut absolument aller dans le sens des gens. Sauf qu'en fait, quand je suis enfant, ça va, parce que j'avance avec ça. Mais par contre, quand je deviens adulte, je me rends compte qu'à force de suivre plein de trucs, je m'éloigne de moi. Et en fait, je vis des problématiques d'éloignement de moi, à base de maladies, à base de relations qui se passent pas bien, à base de « mais je comprends pas, des gens sont comme ça avec moi ». Alors qu'en fait, c'est un apprentissage que j'ai fait plus jeune, il faut être bien, faut être gentil avec les gens, faut faire ce qu'ils te demandent. Oui, c'est programmation. Le système est simple. Mais par contre, pour venir déjouer ce truc-là, même si on comprend que le système est simple et qu'il y a des outils qui permettent de revisiter cette situation pour impulser un autre apprentissage à son inconscient et changer les comportements, le principe est simple, mais à mettre en œuvre, c'est pas facile. Exactement. Et c'est ça le truc, c'est qu'en faisant comprendre à la personne que le fonctionnement est simple globalement, mais qu'il y a tout un travail qui va prendre du temps, qui va demander de l'investissement et qui du coup sera pas facile, bah, du coup ça lui permet de se dire ok, en fait ça va me demander de l'engagement, je comprends avec mon cerveau comment c'est réalisable, mais je comprends que ça va me demander de l'effort pour y arriver. Et on sort complètement du coup de ce truc de je vais tout faire pour toi et nanana, et qui leurre la personne dans quelque chose qui est faux puisqu'elle ne sera pas satisfaite à la fin. Ok. Donc pour le public, on voit qu'il y a de la confiance en plus. On voit qu'elle comprend que ça va lui demander un investissement, donc elle comprend le système dans lequel elle est prise, donc elle s'oriente plus facilement. Et même si ça lui devient simple de comprendre, elle comprend que ce ne sera pas facile et que ça va demander du travail, mais que c'est pour ça qu'en tant qu'accompagnant, on sera à côté de lui et qu'on va l'immerger dans un écosystème de solutions qu'on appelle une offre, qui va l'aider à sortir de tout ça. Est-ce que tu vois autre chose qui serait bénéfique pour le public de rentrer dans un système, dans une offre? Je pense que la notion de soutien est importante. Ouais. Justement, quand on s'inscrit sur une transformation un peu plus long terme, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres, et il y a des moments où on serait plus enclin à laisser tomber parce qu'on est dans ces phases un peu de down où on commence à douter de tout. Et là, c'est important d'avoir quelqu'un à qui s'adresser et qui va nous rappeler pourquoi on s'est lancé là-dedans et ce qu'il y a au bout, pour justement nous aider à remonter la pente. Ouais. Dans cette notion de soutien, toi, tu verrais qui en soutien pour ton client? Moi, disons que le soutien, je le vois au travers des... moi, je fais des appels de coaching, en fait, un peu régulièrement. Alors après, voir avec quelle fréquence ça peut être défini avec la personne. Mais bon, il y a des gens que je suis avec des appels à la semaine ou parfois un peu plus espacés. Mais c'est vrai que pour certaines personnes qui vont avoir tendance à être très anxieuses, par exemple, certains événements de la vie vont être beaucoup plus complexes à surmonter. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui va les guider dans ces moments-là peut être hyper important. Donc c'est au travers de ces appels et puis après d'outils que je leur enseigne pour justement les aider à gérer ces phases un petit peu complexes, pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour ne pas rester dans ces zones trop inconfortables. Ok. Jusqu'à ce qu'on puisse retravailler, nous, en séance, sur le fond, ce qui fait que, justement, ils se mettent dans ces situations qui sont si difficiles à surmonter pour eux. Carrément. Il y a un truc sur lequel je veux venir, là, quand je parle du soutien, c'est que le fait de faire une offre, en tout cas, c'est comme ça que je considère la mienne. J'ai vu que tu mettais des ateliers dans ton offre. Et ce que je me dis, c'est que atelier, donc, c'est du groupe. Oui. Et que j'ouvre des groupes WhatsApp à chacun des groupes avec lesquels je travaille, parce que de cette façon, les gens qui sont dans le groupe savent qui sont les gens avec lesquels ils travaillent, et ils peuvent aller chercher de l'appui, ou je peux les inviter à
à travailler les uns avec les autres. Parce qu'il y a un truc qui est magnifique dans l'accompagnement, c'est qu'on a une vision qui va aider la personne à avancer, mais par contre, il y a plein de choses qu'on ne verra pas, mais que par contre, elle peut voir avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en rentrant dans ton accompagnement, elle va se voir à un niveau d'avancer sur son problème qui sera, mettons, niveau 1. Et puis en fait, à côté d'elle, elle va avoir des gens qui seront au niveau 2. Et puis elle va avoir des gens qui seront au niveau 3 en se disant « Ah putain, c'est ça qui peut m'arriver. Ah en fait, c'est réalisable. En fait, je m'identifie à cette personne et je vois qu'elle a réussi, donc je peux y arriver aussi. » Et puis en fait, plus tard, il y a des personnes qui vont entrer et qui seront au niveau moins 1. Et du coup, elle va pouvoir se rendre compte de « Ah putain, en fait, j'étais pas si mal que ça, en fait, et je peux même commencer à apporter quelque chose moi aussi. » Et si peu que tu conditionnes ta communauté de façon à ce qu'elle soit soutenante d'une bonne façon, c'est-à-dire sans syndrome de sauveur ou quoi que ce soit, c'est extrêmement vertueux pour tout le monde. Ouais. Donc dans la notion de soutien, à partir du moment où on a une offre, on a plus que ça. Des gens qui sont réunis autour d'une problématique donnée et qui sont prêts à se faire avancer les uns les autres, qui sont prêts à échanger. Et ça, je l'ai vu notamment avec le tantra. Le fait de me retrouver dans des groupes où il y avait des jeunes qui pensaient comme moi, qui se questionnaient sur les relations de la même façon que moi, ça me permettait de me dire « Ah ok, donc je suis pas complètement taré », et me dire qu'il y a des choses qui vont pas quand même dans les relations telles qu'elles nous sont rendues aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est extrêmement soutenant. Ok. Est-ce que tu verrais un autre truc, toi? Un bénéfice pour le public de rentrer dans une offre? Non, là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Ça me paraît bien aussi. Ça me paraît bien. Cool. Donc moi, ce que je te propose, c'est de marquer une petite pause. Et on se retrouve pour jeter un coup d'œil sur ton offre. À toi. Good. Ça part. Petite pause.